troisième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 27 septembre 2019 s'est tenue à l'immeuble du gouvernement la troisième réunion hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. 6 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 6. Divers. De la communication du Premier ministre. Le Premier ministre a exposé 3 points dans sa communication, à savoir 1. La procédure d'introduction des dossiers et projets des textes dans le processus décisionnel du gouvernement, les états de lieu des ministères, le rappel de l'obligation du dépôt de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement. 3. Le rappel de l'obligation du dépôt de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement. Des modalités d'introduction des projets de textes. Le Premier ministre a commencé par rappeler l'exigence de la tenue hebdomadaire des réunions du Conseil des ministres. Il a insisté sur la maîtrise par les membres du gouvernement de la procédure de la saisine des instances gouvernementales et des commissions interministérielles permanentes. Des états des lieux de ministères. Le Premier ministre a rappelé l'importance des états des lieux de ministères en précisant qu'il s'agit des dossiers prioritaires qui constituent des actions importantes à mener dans le cadre de l'application du programme gouvernemental sur lequel le gouvernement a été investi. L'urgence de l'examen de ces dossiers prioritaires en ce moment est dictée par l'opportunité qu'offre cette période d'élaboration du budget 2020 d'en prendre en compte les éléments essentiels. S'agissant de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement, le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement l'obligation constitutionnelle de déposer sans délai leur déclaration auprès de la Cour constitutionnelle, étant entendu que le délai butoir est fixé, conformément à la Constitution, au 6 octobre 2019. Un sac de farine qui passe de 18 000 et 22 000 francs à 40 000 voire 50 000 francs congolais dans la province du Haut-Katanga, il y a de quoi s'inquiéter. Cette hausse consécutive à la rareté du produit sur le marché du Haut-Katanga a nécessité le déplacement de Lubumbashi de 2 membres du gouvernement sur instruction du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Akasia Bandoubola, ministre de l'économie nationale, et Jean-Lucien Boussa, ministre du commerce extérieur, sont arrivés dans la ville cuprifère pour voir avec les autorités provinciales comment mettre fin à cette crise. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le gouvernement national est venu rapidement au chevet, si je peux dire ça ainsi, du gouvernorat provincial pour résoudre ce problème de maïs, de crise de maïs qui sévit dans cette province et dans les environs. Et aujourd'hui, c'était une séance de travail avec la Fédération des entreprises ainsi que les opérateurs économiques afin de pouvoir dégager des solutions de manière à court et à moyen, à long terme, afin que cette crise ne se répète plus. Les options très claires ont été levées par le gouvernement central en synergie avec le gouvernement provincial, mais aussi que les opérateurs économiques sont d'accord avec cette solution de pouvoir très rapidement, et les commandes ont déjà été passées, pour qu'on importe le maïs pour le Haut-Katanga, les Lualaba et les autres parties du pays qui en dépendent. Et donc, les réponses aussi prennent en considération les intérêts des producteurs locaux qui doivent être protégés, mais en même temps et surtout les intérêts des consommateurs qui doivent avoir les prix du maïs commencer à chuter jusqu'à atteindre leur point d'équilibre initial. Le dossier relatif à l'activité minière à Tenke Fungurume
se retrouver sur la table de travail entre les deux parties. L'entreprise minière qui opère dans la province voici bientôt une décennie est un major important de l'activité minière au pays. En l'absence du titulaire, Sélé Yalagouli, le vice-ministre des Finances Junior Mata a transmis au staff dirigeant de l'entreprise minière la nouvelle approche du travail au ministère des Finances. En plus de l'activité minière, Tenke Fungurume est présente dans le social, avec des infrastructures pour l'amélioration des populations locales de cette partie de la province du Lualaba. C'est un accueil chaleureux digne de son nom qui a été réservé à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Au pied d'avion, c'est le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui se faisait accompagner du président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, et d'autres personnalités, qui a accompagné ce haut cadre du PPRD jusqu'au siège de ce parti cher à Joseph Kabila Kabange. Ici, une ambiance haute en couleur a caractérisé le moment. L'hôte du jour a été rassuré par des mots du secrétaire fédéral provincial Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui remercie Joseph Kabila Kabange pour avoir décidé que c'est au cadre du PPRD les visites en ce jour. À son tour, l'honorable Janine Mabunda a apporté le message de Joseph Kabila Kabange, autorité morale de ce grand parti, sur la cohésion et aussi l'unité des membres. Les membres de la Ligue de femmes ont été honorés par cette présence de ce cadre du PPRD qui se faisait accompagner de certains députés nationaux et des membres de son cabinet politique. C'est dans une ambiance bon enfant que tout s'est clôturé. La situation des personnes vulnérables du pays en général et de la province du Maniema en particulier préoccupe au plus haut point le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. L'amélioration de leurs conditions de vie demeure son cheval de bataille, ce qui justifie sa rencontre avec les personnes vivant avec handicap de Kindu, question de s'enquérir de leur situation afin de contribuer un tant soit peu à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au nom de toutes ces personnes vulnérables, leur coordonnateur du Maniema, Maître Stani Kanamouli, a sollicité l'implication du patriarche du Maniema, le président du Sénat, Maître Alexis Tambo Mwamba, pour le vote de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Comme il est maintenant à la commande du Sénat, notre recommandation, c'est qu'il puisse se battre pour que ces projets de loi soient adoptés par les deux chambres et puis promulgués par le chef de l'État. Ce projet de loi est présentement sous examen à l'Assemblée nationale depuis la deuxième législature. À cette requête, le président de la Chambre haute du Parlement a rassuré son hôte que la Constitution et les règlements intérieurs, en son article 3, reconnaissent au Sénat le pouvoir de voter les lois concurremment avec l'Assemblée nationale. Il a promis de s'investir pour que cette loi soit votée pour garantir la protection des droits des personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones ainsi que les albinos. En guise de reconnaissance, ces derniers ont offert quelques cadeaux au président du Sénat. Cela s'ajoute à d'autres offerts par les forces vives de la province. Je prends la parole ce jour afin de témoigner l'engagement de notre pays, la RDC, à soutenir toutes les initiatives mises en place pour valoriser nos frères sourds et leur culture. Je me permets ici d'exprimer mes vifs et sincères remerciements au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire montre de sa volonté de mettre en œuvre une politique sociale fondée sur l'impératif de la protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, en nommant la ministre déléguée aux Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il a marqué par ce geste sa vision politique basée sur le développement inclusif qui intègre la question de handicap en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de rendre hommage mérité aux efforts réalisés par le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Communication et Médias, pour l'interprétation des signes en faveur des sourds au cours de journaux télévisés à la télévision nationale congolaise, RTN. Un bon exemple à suivre et à capitaliser pour les autres secteurs
de la vie nationale. Le ministère des Affaires sociales, sous mon leadership, va continuer à plaider pour faire intervenir des interprètes en langue des signes dans des grandes rencontres, quelque nature que ce soit. Nous devons à tout instant nous rappeler que l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, ODD en sigle, nous demande de ne laisser personne derrière. Voilà pourquoi nous devons mettre en avant-plan les sourds. Il nous appartient donc de défendre les droits des sourds et des autres personnes handicapées affectées par toute forme d'obstacles qui empêchent leur inclusion. Des étudiants en master venus des différents coins de la planète. Ils se sont donné rendez-vous à Francfort en Allemagne pour suivre des séminaires en marketing global et en stratégie globale de développement. Ces modules de formation assurés par Global Institute of Management, basé en Grande-Bretagne, AMM Research, a outillé ses apprenants notamment sur la question de la chaîne des valeurs et ses différentes fonctions ainsi que la productivité. Beaucoup d'entreprises en Afrique ont des difficultés parce qu'ils n'accèdent pas aux marchés internationaux. Et je crois qu'avec ces genres de cours, ça vous montre la manière dont nous pouvons accéder dans les marchés internationaux. Et à part ça, nous avons étudié comment mener une stratégie globale pour le développement durable au sein de pays où nous évoluons et être des bons investisseurs pour donner des solutions aux problèmes sociaux qui se posent dans le pays. Nous avons appris à faire l'analyse macroéconomique et micro aussi, faire des analyses au niveau de l'entreprise. Comment faire si on veut aujourd'hui créer une entreprise pour qu'une entreprise soit viable. Et cet autre étudiant venu du Gabon d'ajouter. Nous avons accentué sur la zone économique, nous avons accentué sur la stabilité du pays, nous avons accentué également sur le cadre, donc la législation dans le tissu des affaires. Le concept n'est pas aussi facile. Et là, nous sommes contents de participer à cette session qui nous ouvre beaucoup plus d'horizons et qui nous apprend exactement comment nous nationaliser en tant qu'entreprise et nous internationaliser. Ces programmes de formation en master dénommés Global Executive MBA s'étalent sur une année de formation et se déroulent de manière rotative dans plusieurs villes et capitales à travers le monde. Prochaine session à Madrid, en Espagne. Combattantes et combattants, chers compatriotes, depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, beaucoup de sujets ont défrayé la chronique sans que notre parti, plus par devoir de réserve que par mutisme, ne se soit prononcé de manière officielle. Dans la quête d'une paix durable, de la stabilité régionale et du progrès économique de la République démocratique du Congo, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'effectuer une sortie diplomatique très bénéfique pour la nation congolaise. Je salue le réchauffement des relations bilatérales entre la RDC et le Royaume de Belgique et la mise en relief de notre pays aux Nations Unies à travers un discours porteur d'espoir pour la RD Congo et pour le monde. Je tiens à féliciter le chef de l'État pour tous ses efforts, lesquels ont abouti à la signature des mémorandums d'entente sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Une formation politique qui resserre ses rangs prend une part active dans la gestion de la chose publique. L'avenir du Congo, ACO, compte à ce jour près de 12 élus nationaux, 7 sénateurs et un ministre au sein du gouvernement Ilukamba, celui des sports et loisirs, ainsi que d'autres personnalités au sein des institutions du pays. Cette moisson, fruit d'un travail de fourmi, abattu par l'autorité morale de ses partis, Patrick Bologna et ses collaborateurs, pour inciter ses représentants à rester fidèles à la ligne du parti en poursuivant des objectifs nobles dans la discipline et selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation conduite par le secrétaire général, l'honorable Pico Mwepu, au ministère des Sports, au Sénat,
avec les questeurs à l'Assemblée provinciale, au stade Tata Raphaël et au stade de Marty. Nous avons voulu, avec les honorables députés nationaux et sénateurs, visiter les nôtres qui ont été promis à des hautes fonctions de portée nationale. C'est pour vous dire que ACO, nous sommes unis derrière nos dirigeants qui doivent maintenant porter la voix du peuple, la voix du parti au niveau des institutions du pays. Je suis très ravi, honoré et très ému de voir que les hauts cadres de mon parti ainsi que les sénateurs et députés ont fait le déplacement jusqu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour m'honorer, pour venir voir mon lieu de travail et pour pouvoir me prodiguer quelques conseils pendant mon mandat. C'est une fierté. Ça prouve que ACO n'est pas seulement qu'un parti politique, mais c'est une famille qui nous encadre, qui nous soutient. Ça m'encourage vraiment à aller de l'avant en fait. L'ACO, formation politique membre de la méga plateforme du FCC, affiche de grandes ambitions pour le bien-être social. Profitant de ses vacances parlementaires, l'élu du Lualaba, honorable Albert Chilembe, a palpé du doigt les réalités de vie de sa base. Tout a commencé par une visite guidée dans les entreprises telles que Kamoa, ses communes et autres. Sa base de sa circonscription électorale réunie dans la salle cercle SNCC. Les mamans de différents quartiers de la commune de Manika ainsi que les personnes vivant avec handicap n'ont pas été oubliées dans sa tournée. Albert Chilembe a promis de se faire interlocuteur de la province du Lualaba au niveau de l'Assemblée nationale où il siège. Viendrez vous faire confiance. Tout le monde va représenter le Kinshasa. Na bata quoi dessus. Tout a commencé par le beach Ngobila, où le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu, qu'accompagnait le vice-ministre Jacques Yuma et le secrétaire général Donna Bangula, a dévoilé l'objet de sa visite, l'inspection des ports et leurs unités flottantes. Après le beach Ngobila, le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga et sa suite ont mis le cap sur les ports TFC, entendez transport fluvial et du commerce de l'Équateur. Ici, comme au beach Ngobila, des explications ont été données sur le fonctionnement du port par le staff dirigeant. Du port TFC au port d'Okolo, même exercice d'explication et de sensibilisation. La mission d'inspection a eu comme point de chute la gare fluviale de la SCTP, Société commerciale des transports et ports Exonatra. Après les mots introductifs du directeur général Dodé Laya et du secrétaire général Donna Bangula, le patron du Transvecom a donné au nom du gouvernement le go de l'opération. Je lance aujourd'hui la campagne nationale de sensibilisation sur le respect de la réglementation du secteur des transports ainsi que le contrôle et l'identification de toutes les unités flottantes en République démocratique du Congo. Nous allons faire participer tous les responsables du secteur des transports pendant un mois. S'en est suivi la visite du bateau Colonel Kokolo. Cette opération vise l'assainissement du secteur des transports fluvial, eu égard aux nombreux cas d'accidents de baleinières enregistrés ces derniers temps. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Dodé Laya Sinsou. M. Dodé Laya Sinsou est directeur général intérimaire de la Société commerciale de transport et des ports. Bonsoir M. Dodé. Bonsoir. Le jeudi 26 septembre 2019, le ministre de Transport et Voies de Communication avait annoncé le lancement de l'opération de contrôle et d'identification des unités flottantes en République démocratique du Congo. Chose promise, chose due. Monsieur Dodé, aujourd'hui, le ministre a bel et bien lancé cette opération. Effectivement, au niveau de la gare fluviale, aujourd'hui, le ministre des Transports et Voies de Communication a lancé officiellement l'opération de contrôle et identification des unités flottantes sur toute
l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je précise aux téléspectateurs que la SCPT, c'est l'ex-ONATRA. Alors, M. Dodé, pourquoi la SCPT se fait le devoir de vulgariser cette opération? Est-ce vous avez des intérêts ou comment? Merci, Madame la journaliste, pour la question. Moi, je crois que c'est l'occasion d'informer le public que la SCTP est une société anonyme avec l'État comme actionnaire unique. Et nous sommes un bras du gouvernement à qui le gouvernement a donné la charge de s'occuper du transport fluvial. Et c'est donc à juste titre que nous venons intervenir à la demande du ministère au sujet de ce contrôle. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, il y aura applicabilité de ces mesures? Parce que souvent, ça traîne le pied. Oui, mais c'est justement ça que je voulais dire. Prenons cette mesure à l'entrée de la prise de fonction et voulons faire respecter les normes en termes de circulation sur le fleuve. Nous pensons que les unités qui ne vont pas répondre aux normes vont naturellement être mis dans une position de ne pas circuler pour ne pas constituer un danger pour la population. Les personnes qui doivent prendre par à bord les passagers, disons, dans les baleinières, doivent être munis de gilets de sauvetage. Qu'en est-il? Parce que nous continuons à déplorer des morts. Mais c'est justement ça, la raison d'être de cette campagne de contrôle d'identification des unités flottantes, parce qu'il y a des conditions, il y a des contrôles qui sont effectués pour qu'une unité puisse être autorisée. Lesquels? Il y a 5 types de contrôles. Il y a d'abord le contrôle de la coque, deuxièmement le contrôle de la salle de machine, le contrôle de la superstructure, le contrôle du personnel navigant et le contrôle des équipements de sécurité. En peu de mots, le contrôle de la coque, il s'agit d'inspecter et de vérifier l'étanchéité des épaisseurs des tôles. Deuxième condition. Et l'état de miraille, nous avons le contrôle de la salle de machine. Il faut que l'état des moteurs, la date de dernier entretien, la tuyauterie, les équipements anti-incendie, vous avez le contrôle de la superstructure. Et là, il y a le contrôle, ça concerne la timonerie, c'est-à-dire le compartiment du commandant. Là où se trouve le commandant du bateau, les klaxons, le feu de navigation, les autres radars. Le quatrième contrôle rapidement, ça concerne est-ce qu'il faut vérifier les compétences, les capacités des membres de l'équipage. Je vous remercie à vous, fidèles téléspectateurs. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau M. Dodé Laya Sinsou. Il est directeur général intérimaire de la société commerciale de transport et de port. Il venait annoncer justement l'opération de lancement de contrôle et d'identification de toutes les unités flottantes en République démocratique du Congo. Monsieur Dodé Laya, nous vous remercions d'être venu sur ce plateau. Mais c'est moi qui vous remercie.